Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Une famille patricienne entre Le Havre et Paris. Je suis né le 21 avril 1975 au Havre, dans une maison de la mi-côte d'Ingouville, 1 rue Saint-Michel, où mes parents demeurèrent jusqu'en 1880 pour aller habiter au Bosphore sur la côte. Ainsi s'exprime André Siegfried dans les premières lignes de mes souvenirs d'enfance, petit livre de 86 pages publié 2 ans avant sa mort à la demande de sa fille Claire. Son neveu Pierre, le fils de son frère aîné Jules, lui écrit un 11 janvier 1958 à cette occasion. En te demandant d'écrire tes souvenirs d'enfance, Claire a été certainement au-devant de ce que souhaitait la famille qui savait qu'ils étaient tout prêts et vivants dans ta mémoire, mais craignait que tes multiples occupations ne te laissent pas le loisir de les rédiger. Vos 3 maisons havraises ont toujours frappé mon imagination. Je puis réaliser comme si j'y avais assisté la construction du Bosphore. Nous étions impressionnés quand nous y arrivions pour les traditionnelles vacances de septembre ou de Pâques. Le cadre nous intimidait en dépit de l'accueil de grand-maman. Pour moi, le Bosphore était quelque chose de prodigieux, mais le Bosphore des premières années existait dans mon imagination sur un plan quasi fabuleux. Les activités de grand-papa au Havre, avant son installation à Paris, se situaient pour moi dans un cadre incroyable. Une époque où il n'y avait pas encore d'auto, de lumière électrique, de téléphone, où les transatlantiques avaient des mâts avec des vergues et pouvaient tisser des huniers pour résister aux roulis, où les négociants allaient à la bourse en tube et montaient à cheval au bois des Halattes comme des personnages de Constantin Guise. N'ayant pas connu le rond-point des Champs-Élysées et la vie que vous y meniez tous, je me trouve devant quelque chose de tout à fait en dehors de moi. Il faudrait que tes souvenirs aient une suite pour réapparaître au 226 boulevard Saint-Germain. Comment pourrions-nous penser que tu as été un assez piètre élève, que tu pleurais facilement, que les bateaux t'intéressaient plus que l'histoire et que tu avais un père qui considérait qu'être professeur était proprement impensable, sinon même pitoyable. FS3 SI16 Dr 9 SDRB. Malgré les souhaits de son neveu Pierre, André Siegfried n'eut pas le temps d'écrire une suite commençant au moment où ses parents, ses frères et lui-même déménagèrent du rond-point des Champs-Élysées pour l'appartement du boulevard Saint-Germain. Une partie seulement de la vie d'André Siegfried est connue par ses souvenirs d'enfance, mais aussi grâce à un petit livre qu'il publia d'abord en 1942 sous le titre Jules Siegfried 1837 à 1922, puis, en 1946, sous le titre Mes souvenirs de la Troisième République. Mon père et son temps, Jules Siegfried 1837 à 1922. Ces 2 contributions, ainsi que la biographie de Jules Siegfried par Roger Merlin et celle de sa mère Julie Siegfried par Élisa Sabatier, représentent finalement la peinture d'une époque révolue qui était celle des négociants fortunés, des fiacres et du chemin de fer. Elles ont aussi valeur de portrait, dans la mesure où elles restituent ce qu'était la vie au Havre et la vie à Paris avant 1914, Sabatier 1924, Merlin 1929. Certains écrits sur Siegfried ont plus ou moins bien relaté telle ou telle de ces scènes parce qu'ils proviennent, malheureusement, de sources de seconde ou de troisième main. À partir de sources inédites et d'archives inexploitées, l'homme et son œuvre sont ici redécouverts à partir des témoignages de sa famille, de ses amis, de ses correspondants ainsi que de ses propres récits. Dans l'introduction de ses souvenirs de la Troisième République, qui sont en fait la biographie du père écrite par le fils, André Siegfried expliqua sa démarche. Ce livre est le développement d'une conférence faite en 1937 à la demande de la Société d'histoire de la Troisième République. J'avais entrepris de faire œuvre impartiale, en considérant mon sujet avec l'objectivité de l'historien. Sans doute me rendais-je compte qu'il est délicat pour un fils de parler ainsi de son père. Je crois cependant y avoir réussi car j'admire assez celui-ci pour me sentir la liberté de juger. Tout panégyrique est fastidieux, sans même servir la mémoire de ceux dont on veut faire l'éloge. Quand il s'agit de fortes personnalités, d'hommes honnêtes ayant bien servi leur pays, la simple recherche de la vérité vaut infiniment mieux. Tel est encore l'esprit dans lequel j'écris aujourd'hui ces pages, page 5. Le portrait de ce père, à travers lequel apparaît aussi la famille proche et moins proche, est plutôt une fresque composée de 4 tableaux. La carrière d'un homme d'affaires à Bombay puis au Havre de 1862 à 1880. La carrière sociale de l'adolescence jusqu'aux derniers jours.
la carrière municipale au Havre de 1870 à 1885. Enfin, la carrière parlementaire à Paris de 1885 à 1922. Par son origine alsacienne, nous dit son fils, Jules Siegfried appartenait à l'atmosphère de l'Europe centrale, et sa carrière dans les affaires, l'attirant vers l'Amérique et aux Indes, lui avait donné, dès sa jeunesse, une formation extra-européenne, assez semblable à celle de plus d'un Anglais. Cette circonstance explique qu'il ait toujours été un peu en dehors de l'axe français proprement dit. Ce père alsacien naît donc à Mulhouse le 8 février 1837 dans le milieu du textile. Mulhouse est le fief de ces grandes dynasties industrielles que sont les Dollfus, les Mieg, les Schlumberger, les Dreyfus. Jean, le père de Jules, tenait une maison de commerce consacrée au négoce des cotons bruts et des tissus de coton, tandis que son grand-père maternel, Joseph Blech, gérait une manufacture de toile peinte. En épousant Louise, la fille de Joseph Blech, Jean Siegfried était entré dans l'aristocratie industrielle de Mulhouse. La famille Siegfried jouit du droit de bourgeoisie à Mulhouse depuis 1647. Ici, la population est protestante. Il faut savoir que Mulhouse n'est entrée dans le giron français qu'à la toute fin du XVIIIe siècle. En effet, de 1515 à 1798, elle était une république libre et indépendante, alliée au canton suisse protestant. Dans l'industrie paternelle, Jules Siegfried, employé dès l'âge de 14 ans avec comme seule formation celle de l'école primaire, apprend en 10 ans toute la pratique du commerce du coton. Il en possède la technique, il en possède l'expérience et, souligne son fils, c'est cela qui va faire de lui, à l'âge de 25 ans, le fondateur d'une maison de commerce aux Indes. C'est le début d'une étonnante réussite. En 1860, son frère Jacques, qui n'avait qu'à peine 18 ans, s'était établi à son compte comme acheteur de coton en Louisiane. Jules rongeait son frein dans l'affaire paternelle. À l'âge de 24 ans et avec un pécule de 10 000 francs or accumulé pendant 10 ans de labeur acharné, Jules Siegfried décide d'effectuer un voyage en Amérique. Il débarque à New York début septembre 1861, où il descend au Fifth Avenue Hotel. Muni d'une lettre d'introduction, il se dirige vers Washington et rencontre à la Maison-Blanche le président Abraham Lincoln que Jules Siegfried décrit comme un géant taillé à coups de hache, mal équarri, dégingandé, hirsute, habillé à la diable, un grand corps caricatural sur lequel les vêtements pendent comme sur un mannequin. Lincoln l'emmène à cheval passer en revue l'armée du général McClellan, car le pays est plongé en pleine guerre de sécession. 40 ans plus tard, Jules Siegfried franchira de nouveau les portes de la Maison-Blanche pour répondre à une audience accordée par le président McKinley. Jules Siegfried est impressionné par la force de l'armée nordiste mais aussi par la capacité de résistance des troupes sudistes, et il a tout de suite compris. Cette guerre civile allait être longue et l'Europe allait être coupée de son approvisionnement traditionnel en coton provenant du Vieux Sud. Il visita Chicago qui n'avait que 20 000 habitants et Saint Paul, Minnesota, qui avec ses 1800 habitants, tenait plutôt d'un avant-poste de colonisation. Quand 40 ans plus tard, il y retourna avec son fils André, l'avant-poste était passé à 300 000 habitants. Jules Siegfried réagit immédiatement en véritable businessman. Le 20 décembre 1861, il câble à son frère Jacques un message capital. Comme le coton américain allait manquer, il fallait très rapidement trouver ailleurs une autre source d'approvisionnement afin d'éviter la fermeture des usines à Mulhouse et la mise au chômage massif des ouvriers. C'est l'Inde qui était à l'époque l'autre grande productrice de coton. En janvier 1862, Jules quittait New York pour la Havane avant de rentrer en France, FS12 SI2 DRLS DRB. Dès son retour à Mulhouse, il fonde avec son frère Jacques la société Siegfried Frères au Havre et à Mulhouse. Elle deviendra la compagnie cotonnière en 1870. En décembre 1862, ils partent tous les deux pour Bombay, et moins de 2 semaines après y avoir débarqué, fondent une maison de commission et s'installent dans une belle villa du quartier de Malabar Hill. Les frères Siegfried deviennent donc des commissionnaires. Ils achètent la matière première aux Indes et la revendent aux industriels français et britanniques, le bénéfice réalisé étant donc celui de la commission. En 4 ans, de 1862 à 1866, les frères Jules et Jacques Siegfried avaient réalisé leur fortune. À Bombay, leur maison de commerce faisait le chiffre maximum d'opérations par rapport à tous les autres concurrents. En 1866, ils fondèrent des succursales à la Nouvelle-Orléans, Savannah et Liverpool.
La guerre de sécession était terminée, Merlin 1929. En 1866, les frères Siegfried créaient à Mulhouse la première école de commerce en France. Jules, qui venait d'avoir 29 ans, s'installait définitivement au Havre et Jacques, âgé de 26 ans, continuait les activités de la société à Bombay. André Siegfried fit ce constat à propos de son père et de la France. Il devait toujours se heurter dans ce pays autonome, un peu provincial et peut-être trop heureux, à une sourde résistance, dont il n'aurait jamais raison. Avouons-le, sa conception de l'expansion économique demeurait dans une certaine mesure une conception extra-française, dont il avait trouvé les éléments en Alsace, à Liverpool, aux États-Unis et aux Indes, mais que l'opinion française terrienne ne soutenait ni au fond n'approuvait. Il n'avait lui-même ni les dons ni les défauts du français moyen. Avec sa conception internationale des échanges, je crois franchement qu'il se fût senti plus à son aise en Suisse, en Hollande, en Angleterre ou aux États-Unis. Peut-être était-il trop ambitieux pour son pays dans l'ordre économique. Le cadre de ses préoccupations nationales lui paraissait restreint, presque mesquin, quant à une France qu'il souhaitait exportatrice, colonisatrice, audacieusement expansionniste, Méline proposait la muraille de Chine de son tarif douanier. Au latin qui sollicite l'aide de l'État, il opposait l'anglo-saxon, faisant ses affaires lui-même, mais souvenirs de la Troisième République, pages 24 à 25 et 30 à 32. Prenant racine au Havre, sa seconde patrie, Jules Siegfried était élu en 1869 à la Chambre de commerce. Il ne lui était plus possible de retourner à Mulhouse, après l'annexion allemande de 1871. En cette avant-dernière année du Second Empire, il apparaissait au Havre comme l'image même du self-made man et de l'homme évoluant dans le milieu des affaires. Le 2 février 1869, il épousait à Alès Julie Puot, née le 18 février 1848 à Luneray, centre du protestantisme en Haute-Normandie, où son père le pasteur François Puot avait exercé son ministère. Julie était d'ascendance ardéchoise par son père et par sa mère. André Siegfried dira plus tard de son grand-père maternel et de sa propre mère: le père Puot, homme d'esprit, polémiste endiablé, orateur captivant, représentait authentiquement les plus séduisantes qualités méridionales et aussi, avouons-le, quelques-uns des défauts des pays du soleil. Il n'attachait que peu d'importance au compte bien tenu, à l'ordre matériel quotidien de l'existence. Sa fille, fort belle, au point qu'à cette époque on la compare à une Madone, avait hérité de lui ces dons brillants par lesquels le Midi s'oppose au Nord. Elle était vive, intelligente, spirituelle. Elle écrivait à merveille, sa conversation était éblouissante. Elle eut à merveille animé et dirigé un salon. Elle était destinée à devenir par la suite une grande animatrice sociale, suscitant l'entrain et la vie partout où elle passait. Fille de pasteur, elle avait également pris à son compte, du moins à ce moment, car elle devait ultérieurement évoluer vers le libéralisme religieux, l'orthodoxie paternelle. La conviction religieuse de mon père n'était pas moins sincère, mais il ne la suivait qu'avec peine sur ce terrain de la doctrine, où, dans son enthousiasme juvénile, elle eût voulu l'entraîner. Ce mariage confirmait aussi mon père dans son attachement au protestantisme et l'orientait, avec plus de force encore qu'auparavant, dans ce que les Américains appellent le service. Mes souvenirs de la Troisième République, page 39. Le pasteur François Puot était l'auteur d'une histoire de la Réformation en plusieurs volumes. Au gré des pérégrinations de son père, Julie passa son adolescence à Mulhouse où elle entra en relation avec la famille Siegfried par le presbytère protestant que son père desservait. À 21 ans, elle était d'une grande beauté. Le mariage de Jules et de Julie à Alès fut célébré par le pasteur Descoppet, beau-frère de Jules, Sabatier 1924. André Siegfried apportera plus tard un éclairage amusant à propos de sa double ascendance alsacienne et ardéchoise. La famille Siegfried, il faut l'avouer, était plus sérieuse dans la conduite pratique de la vie, son crédit plus solide, ses vêtements semblaient faits d'étoffes plus robustes et ses salles de bain étaient plus efficaces. Mais la famille Puot apportait, en même temps que sa vieille santé terrienne, plus sévenole que provençale, le charme de ses dons intellectuels, sa fantaisie, son esprit, bref, disons le mot, sa civilisation. Je ne pense pas que l'union de deux provinces françaises ait été jamais plus heureuse. Mes souvenirs de la Troisième République, pages 40 à 41. Dans la logique de l'éthique protestante, Jules Siegfried s'impliqua très tôt dans le service social et le devoir social, Ardaillou, 1992. L'atmosphère de Mulhouse, avant son départ pour le Havre, ne fut pas étrangère à ce choix personnel.
Après 1870, son modèle va être Jules Simon, 1814 à 1896, personnage politique important de la Troisième République naissante qui se pencha sur la condition ouvrière et il se rapprocha d'hommes comme Léon Bourgeois, 1851 à 1927, théoricien de la solidarité ou de René Goblet, 1828 à 1905. Libéral, protestant, laïque et incorrigiblement optimiste, Jules Siegfried n'avait aucun attrait pour les solutions comportant une intervention de l'État. Il créa en 1871 la Société havraise des cités ouvrières, en 1905 la Société havraise des jardins ouvriers, en 1908 la Société havraise de crédit immobilier. Il ouvre en 1879 au Havre avec son ami le médecin Gibert, le premier bureau d'hygiène en France. Il contribue à créer au Havre en 1874 le Cercle Franklin, qui existe toujours, centre social pour le monde des travailleurs, lieu de réunion publique, centre de conférences populaires. Ce qui fit écrire à son fils André, pendant un demi-siècle, de 1870 et même de 1866 à 1922, cette espèce d'élan vital, appliqué aux problèmes sociaux, ne s'est interrompu ni même ralenti un seul jour, mais souvenir de la Troisième République, page 53. Jules Siegfried eut donc une préoccupation constante d'améliorer le sort des masses par la combinaison du progrès matériel et du progrès moral. Cette intuition de son père, précisait André Siegfried, était celle d'un Disraeli, d'un Napoléon III, d'un Jules Simon, d'un Comte de Main et il ajoutait ce constat terrible. Mais la plupart des hommes politiques français, à l'heure où s'établissait la République, ne comprenaient guère que ces problèmes allaient avant longtemps prendre la première place. Un Thiers, un Gambetta, un Ferry ne leur accordaient qu'une attention limitée, mais souvenirs de la Troisième République, page 57. De 1870 à 1885, Jules Siegfried mena une carrière politique municipale au Havre. Elle commença alors que le Second Empire n'avait plus que quelques semaines à vivre, et que la guerre franco-prussienne venait d'éclater. Aux élections municipales des 6 et 7 août 1870, la liste démocratique opposée à l'Empire est élue dès le premier tour avec Jules Siegfried comme tête de liste emportant 5448 voix. Une municipalité provisoire est constituée sous la direction du doyen d'âge de la liste, Ulysse Guimard. Le 4 septembre 1870, l'Empire s'écroulait à Paris et en province. Au Havre, c'est du balcon de l'hôtel de ville qu'Ulysse Guimard, vétéran de la Révolution de 1848, entouré de Jules Siegfried et de Félix Faure, proclame la République le 4 septembre à 19h30. Pendant que Guimard prononce son discours, Jules Siegfried tient la lampe pour éclairer le texte tandis que Félix Faure tient le drapeau tricolore. Le 5 septembre, la municipalité est constituée avec Jules Siegfried comme premier adjoint en charge de l'instruction publique, des établissements charitables et des beaux-arts et Félix Faure comme troisième adjoint. André Siegfried brosse du maire un portrait amusant. Le père Guimard était un vieillard aux longs cheveux blancs, appartenant au type le plus authentique des vieilles barbes. Il avait été en 1848 commissaire du gouvernement provisoire à Boulbé. Idéaliste, romantique et grandiloquent, il représentait la plus pure tradition républicaine, portant beau du reste, affectionnant le frac bleu barbeau, le pantalon clair, les guêtres blanches, s'appuyant sur une canne à pommeau d'or. J'ai toujours eu de la peine à comprendre que mon père l'ait reconnu comme leader, un leader qu'il respecta du reste loyalement jusqu'à sa mort, quand il lui succéda comme maire en 1878. Mes souvenirs de la Troisième République, pages 61 à 62. Les parents de Jules Siegfried étaient de tradition orléaniste libérale, sans aucune tendance républicaine. En raison de son protestantisme, Jules Siegfried était un partisan de l'État laïque et il marquait, dit son fils, des bornes à droite et à gauche au-delà desquelles il ne voulait en aucun cas se laisser entraîner. Il était de gauche pour son dévouement au peuple, ses préoccupations sociales. Il était de droite pour son hostilité au désordre, à la surenchère, à la démagogie, à l'extrémisme et à la révolution. Le dogmatisme lui était étranger, et, finalement, André eut la bonne réponse pour le désigner politiquement, en estimant qu'il aurait facilement trouvé sa place dans les rangs du Parti libéral anglais. Thiers fut renversé par l'Assemblée le 24 mai 1873, puis remplacé par MacMahon qui révoqua la municipalité du Havre le 14 février 1874. La liste républicaine Guimard ne revint aux affaires qu'après la victoire aux élections municipales du 6 janvier 1878,
et c'est ainsi que Jules Siegfried redevint le bras droit, toujours sur la brèche, du père Guimard. Et son fils André d'ajouter ce commentaire: plus que le bras droit, car le vieux lutteur de 1848 avait simplement accepté d'être maire, une fois de plus, pour l'honneur, se déclarant prêt à céder la place à son lieutenant au bout de quelques mois. Il n'eut même pas à le faire de sa propre initiative, car il mourrait à l'automne de cette année. Mes souvenirs de la Troisième République, pages 65 à 66. La première enfance d'André Siegfried se déroula au Havre de 1875 à 1886. Cette enfance se réalisa d'abord dans sa maison natale au 1 rue Saint-Michel. Actuellement une place Alphonse Martin depuis la création de cette place en 1933, de 1875 à 1880, année où la famille allait emménager dans la somptueuse demeure dénommée le Bosphore que Jules Siegfried avait fait construire. L'édification de la maison dura 2 ans, sur un terrain situé au 22 rue de la Côte, devenu ultérieurement la rue Félix-Faure, à l'angle de l'escalier Bisley. Le premier soir où je couchais dans la nouvelle maison à la fin de l'automne, tout me parut énorme, sombre et silencieux. C'était solennel et un peu intimidant, mes souvenirs d'enfance, page 11 à 12. Bien avant d'être élu député du Havre aux élections législatives d'octobre 1885, Jules Siegfried devient donc maire de la ville du Havre le 23 octobre 1878 à la suite du décès d'Ulysse Guimard. Cette élection au poste de premier magistrat de l'une des plus grandes villes portuaires de France à l'époque constitua pour André le premier souvenir marquant de son enfance. Ce jour-là, papa, revenant de la ville pour déjeuner vers midi, ouvrait la porte en disant d'un air satisfait: « Je suis maire ». Il venait d'être élu par le conseil municipal et confirmé comme cela se faisait alors par la préfecture. Montant l'escalier à ses côtés tandis qu'il allait se laver les mains, je répétais comme un refrain sans bien savoir ce que cela voulait dire: « Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le maire ». C'est, si j'ose dire, mon plus ancien souvenir politique, mes souvenirs d'enfance, page 10. En 1957, en rédigeant ses souvenirs d'enfance, Siegfried avouera: de 1881 à 1886, c'est-à-dire de ma 6e à ma 11e année, je vécus au Bosphore, vraiment heureux. Mes souvenirs d'enfance, page 16. Sa précoce ouverture au monde trouva sa source au Bosphore comme il l'expliqua dans ce petit livre de souvenirs, où il restitua l'ambiance d'un monde perdu à jamais. Quand il faisait beau avec vent d'est, une brume épaisse voilait la ville dans la matinée. On n'entrevoyait plus le port et les bassins que dans un rêve, tandis que les sirènes de la rade emplissaient l'air de leur bruit. C'était comme l'écho d'un monde enchanté. Le soir du Bosphore, la vue était étonnante. On voyait 1000 lumières dans la ville et sur le port, puis au large les feux mouvants de la rade et tout au loin à l'horizon, d'autres groupes de lumières dont chacun signalait une ville sur la côte du Calvados. Je connus bien vite tous les bateaux. Dans les ports il y a des clients qui reviennent périodiquement, et qu'on voit reparaître comme de vieux amis, revenant de lointains périples dans d'étranges pays. Mon plus grand intérêt était pour la flotte de la Compagnie Générale Transatlantique. Les paquebots de la ligne de New York, dont le trajet durait 12 jours, paraîtraient aujourd'hui minuscules, mais ils me semblaient majestueux et rapides. Il m'a fallu très longtemps pour ne plus mesurer l'importance d'un navire au nombre de ses cheminées. D'autres compagnies m'étaient bien connues. Les bateaux de la compagnie Worms-Joss faisaient le service de Hambourg. Ceux des chargeurs réunis avaient déjà la cheminée jaune qu'on leur connaît aujourd'hui. Les voiliers étaient encore nombreux, magnifiques quand ils entraient toutes voiles dehors dans la rade. Les bateaux ne pouvaient entrer et sortir qu'à marée haute. Aussi s'accumulaient-ils dans la rade, pour entrer tous ensemble, cependant qu'en sens contraire une autre procession gagnait le large. Le spectacle, ainsi concentré, était merveilleux, et souvent nous allions au sémaphore pour en profiter. Les transatlantiques partaient le samedi, et au moment de passer devant le sémaphore, ils tiraient un coup de canon. Quand le départ avait lieu à midi, quand il faisait beau, quand l'eau scintillait sous l'éclat du soleil, il y avait dans la scène quelque chose de glorieux, d'émouvant aussi. Le mot de Gambetta se justifiait, tête de pont entre l'ancien et le nouveau continent. Le retour des transatlantiques n'était pas moins intéressant. Je savais approximativement le moment où l'on pouvait attendre l'apparition du paquebot, et je guettais alors l'horizon. Si à ce moment je voyais sortir le Neptune ou la République, les remorqueurs, je savais que bientôt une silhouette se dessinerait au-delà de la grande rade. J'apprenais ainsi la géographie par une sorte de prise directe sur la mer,
et les relations maritimes internationales. Je n'avais pas besoin de livres pour m'enseigner qu'il y avait d'autres continents. Les conversations de la table de famille eussent du reste suffi pour m'apprendre qu'il se produisait du coton aux États-Unis, du bois de Campeche en Argentine, du café au Brésil. Mes souvenirs d'enfance, pages 31 à 33. C'est dans une préface qu'il rédigea, en 1947, pour l'ouvrage de Théodore Nègre sur la géographie urbaine du Havre qu'André Siegfried fit ressortir la dimension internationale de son enfance havraise, dimension qui n'allait plus jamais le quitter. Je me remémore mes souvenirs d'enfant quand vers 1885, j'avais 10 ans, tous les gens qui aiment entouraient, que ce fussent des membres de ma famille, des amis de la maison, des serviteurs de mes parents, des amis de ceux-ci, tous, oui tous, vivaient de l'échange, de l'activité commerciale du Havre, et tous en avaient conscience. Mon père, mon oncle était importateur de coton, le mari de notre concierge était pilote, les parents de notre cuisinière étaient employés de la transatlantique, les visiteurs qui sonnaient à notre porte étaient marins, courtiers, ingénieurs du port, que sais-je. Par les conversations que j'entendais, je savais que le transatlantique venait d'arriver de New York, que tel bateau déchargeur était en retard, qu'il y avait eu un Killing Frost dans l'Arkansas, que le projet d'agrandissement du port allait être discuté à la Chambre, qu'il y avait une hausse du coton à la bourse. Nègre 1947. En 1957, il reviendra encore sur cette dimension internationale centrale dans sa vie et dans son œuvre. On la trouve dans sa préface de l'ouvrage Normandie paru dans les albums des Guides Bleus Hachette. Ce qui fait toujours le caractère propre du Havre, c'est cette fenêtre ouverte sur les pays transocéaniques. En effet, par le champ de ses intérêts, par ses relations d'affaires, l'établissement maritime havrais est plus national que normand, plus international que national, plus mondial même qu'international. Les produits qui servent de base à ces échanges, hier coton et café, aujourd'hui surtout pétrole, avec le soubassement des marchandises diverses, constituent, dans la diversité de leurs origines, la plus instructive leçon de géographie. Je savais donc, comme tous les Havrais, qu'il y avait un monde extérieur existant autrement que dans les livres. Mes leçons de géographie me le disaient, mais ce spectacle, ce contact me le disait bien mieux encore. Il y a au Bosphore une bonne et un maître d'hôtel. André est éduqué par une sorte de préceptrice privée, Mademoiselle Capt, et par un professeur d'anglais, Miss Fennet. Ensuite, un instituteur, Monsieur Langanet, viendra spécialement chaque après-midi au Bosphore. Mon père ajoutait à tout cela des leçons de choses, un peu sévères sans doute, mais qui ne me déplaisaient pas. Périodiquement nous faisions avec lui le tour des bassins, que je connus bientôt à fond. Les jours de pluie, et Dieu sait qu'il y en avait, il nous menait, Jules et moi, au muséum, dont le conservateur, Monsieur Lénier, était un géologue de grande valeur. Papa causait avec lui de paléontologie, soulevant audacieusement des problèmes qui m'eussent effrayé si j'eusse pu en comprendre la portée. Il avait la simplicité de l'honnête homme, qui n'a peur de rien. Je me rappelle qu'un jour il avait dit aux savants, « Peut-être qu'il y a plusieurs créateurs ?» Lénier, qui devait être athée à la mode de l'époque, n'avait pas sourcillé mais qu'eût dit maman. Mes souvenirs d'enfance, page 20. Par son expérience d'enfant, par les activités sociales dans lesquelles il était impliqué, le jeune André sentait bien qu'il faisait partie d'un milieu à part dans ce Le Havre du début de la Troisième République. La société de la côte était homogène, plus anglo-helvético-alsacienne que proprement havraise, et surtout intégralement protestante. Elle faisait contraste avec la société de la ville et de Sainte-Adresse, qui était de souche normande et catholique. Mes souvenirs d'enfance, page 20. Durant l'entre-deux-guerres, les bases sociologiques du grand port normand n'avaient pas beaucoup changé, ce qui ne fut plus le cas après la Seconde Guerre mondiale et ses bombardements massifs qui défigurèrent le port et la ville. Un témoignage vient corroborer celui d'André Siegfried, c'est celui de Raymond Aron, 1905 à 1983. Durant l'entre-deux-guerres, Aron fut professeur de philosophie au lycée du Havre et il apporta plus tard cette observation sur les clivages de classe dans la société havraise. J'ai personnellement connu une ville, Le Havre, qui à cette époque n'était pas encore célèbre sous le nom de Blonville, dans le roman de Jean-Paul Sartre La Nausée, où l'on aurait pu retrouver sans grande difficulté la classification de Warner. On y reconnaissait, il y a plus de 20 ans, une classe supérieure, au sens de Warner, la bourgeoisie protestante, à laquelle appartient André Siegfried, établie depuis longtemps dans la ville, dont les membres travaillaient pour la plupart à la bourse du coton et du café.
Ces messieurs jouissaient d'un prestige exceptionnel. On les appelait la Côte parce qu'ils vivaient sur la colline au-dessus du Havre. Ils étaient considérés et ils se considéraient eux-mêmes comme le milieu supérieur. Un peu partout leur éminence apparaissait. Dans le club de tennis, un cours était spécialement réservé à ces messieurs de la bourse. Ces derniers étaient, de l'assentiment général, le groupe ayant le plus de prestige pour 2 raisons. Ils avaient normalement les revenus les plus élevés, ils étaient protestants et établis depuis longtemps dans la ville. Cette classe privilégiée, fondée à la fois sur la richesse et sur la durée, ne pouvait pas résister à la mauvaise fortune. À l'époque où j'habitais au Havre, sévissait la crise mondiale qui ébranlait les bourses du coton et du café. J'ai assisté au déclin de cette bourgeoisie commerçante. La classe supérieure-inférieure du Havre était la bourgeoisie catholique. Elle se considérait effectivement, ou tout au moins elle était considérée par la vieille élite protestante, comme d'un niveau légèrement inférieur dans la hiérarchie sociale. Dans le cas du Havre, la discrimination entre classe supérieure et supérieure-inférieure, c'est-à-dire entre la bourgeoisie protestante et la bourgeoisie catholique, était assez bien connue par les représentants de ces 2 milieux, moins bien par les autres habitants de la ville. Aron, 1964, page 80. Comme Siegfried l'expliqua dans ses souvenirs de la Troisième République, le Bosphore fut non seulement l'ouverture aux affaires internationales mais l'ouverture à la politique française à cause des 2 fonctions électives de son père, maire puis député. La demeure de la Côte d'Ingouville devint, dès sa création, un très utile centre d'observation pour l'enfant qu'il était. En effet, toute notabilité française ou étrangère en visite au Havre était l'hôte du Bosphore. Ou encore à la suite de tout congrès et de toute réunion de quelque importance, ses parents y organisaient une réception. André participait au repas, sauf au grand dîner. Il écoutait les conversations et les notait dans sa mémoire. Au moment du café, il aidait à servir les liqueurs. C'est ainsi qu'il rencontra Jules Ferry. J'avais bien reconnu Jules Ferry à ses grands et fameux favoris. Puis il joua au billard avec Gambetta. Quand Gambetta vint au Havre, je fis devant lui 2 carambolages, lui expliquant ensuite sur sa demande que j'y avais réussi par le contre ou coup dur. Il fut impressionné et me pinçant l'oreille, dit simplement « Ah ! Ah ! Petite canaille, mes souvenirs d'enfance, page 25. » C'est ainsi qu'au Bosphore passèrent Goblet, ministre de l'Instruction publique, Zévor, directeur de l'enseignement secondaire au ministère, Buisson, directeur de l'enseignement primaire au ministère, Louis Liard, futur recteur de l'Université de Paris, et Félix Faure, bien sûr, le compagnon politique. En 1880, Jules Siegfried quittait la maison de commerce havraise qu'il avait fondée avec son frère Jacques et c'est leur plus jeune frère, Ernest, qui en prit la direction. Dorénavant, l'action politique prenait le pas sur le négoce et les affaires. Les 2 circonscriptions électorales du Havre étaient tenues par Félix Faure et par Pelvé. Que ferait Jules Siegfried en cas de retrait ou de décès de Pelvé ? André en garda un souvenir précis. Je me rappelle le jour où la décision fut prise, moins par lui que pour lui, par la destinée elle-même. Nous savions bien quelles étaient les données de l'affaire, et que si M. Pelvé venait à disparaître, cela signifierait que le maire du Havre lui succéderait. Quitter le Bosphore, la mer, le vent d'ouest, la chose me paraissait intolérable, affreuse. Un matin, en ouvrant le journal pendant le petit déjeuner, mon père y lut la mort de M. Pelvé. Ma mère éclata en sanglots. Nous restâmes longtemps silencieux, sentant bien que c'était toute une page de notre vie qui se tournait. Mes souvenirs de la Troisième République, page 100. À l'époque, les habitudes politiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui et le cumul des mandats électifs était peu admis et pas du tout passé dans les mœurs. Aux élections législatives d'octobre 1885, la liste républicaine passa au complet dans le département de Seine-Inférieure et c'est ainsi que Jules Siegfried devint député à la Chambre. Il lui fallait désormais résider à Paris. Ce fut pour André Siegfried un déchirement certain. Je savais peu de Paris, car nous n'avions fait que le traverser de temps à autre quand nous allions dans le Midi ou bien en Alsace. Je connaissais surtout la rue d'Amsterdam, à la sortie de la gare Saint-Lazare. Il me semblait que les rues étaient pleines à déborder, et aussi qu'il pleuvait toujours. Je demandais à Jules, « Montre-moi des gommeux », et il désignait d'étranges gentlemen avec des tubes, des jaquettes ajustées, des cannes dont il fauchait l'air en marchant. Je savais aussi que les Parisiens avaient un accent spécial, un accent de poseur. C'est au milieu de ces gens-là qu'il fallait aller vivre.
Tout l'hiver qui précéda notre installation dans la capitale fut pour moi profondément mélancolique, et c'est avec un cœur battant, gros de larmes et d'inquiétude, que j'arrivai un soir du début de mars 1886 dans l'appartement du 6 rond-point des Champs-Élysées. Après tout, je n'y fus pas malheureux, en dépit d'une accoutumance qui fut longue, mais la période heureuse du Havre était terminée. Mes souvenirs d'enfance, page 40. Le mois suivant, André Siegfried fêtait ses 11 ans à Paris. La famille Siegfried séjourna 10 ans dans cet appartement avant de s'installer au 226 boulevard Saint-Germain, qui demeura le domicile parisien de Jules et Julie Siegfried jusqu'à leur mort en 1922. Les Siegfried avaient cependant gardé le Bosphore qui leur servait pour les vacances estivales, ou pour tout séjour rendu nécessaire par les obligations du député du Havre qu'était devenu Jules Siegfried. André rentra en 7e au lycée Condorcet. C'était la première fois qu'il allait participer aux travaux collectifs d'une classe puisque au Havre, il n'avait eu que des précepteurs privés. Le nouvel élève avoua avoir ressenti combien il avait jusqu'alors vécu écarté du monde commun, ne le connaissant qu'à l'abri d'une hiérarchie, et tout d'un coup, il sortait d'une sorte de serre chaude pour prendre contact avec le monde. André Siegfried se fit peu d'amis au lycée Condorcet, à l'exception de quelques protestants et de quelques juifs. Élève discipliné mais toujours un peu terrorisé, Siegfried ne travailla pas dans la joie et avoua que jusqu'à l'année du baccalauréat, il n'eut qu'un intérêt minime pour la classe. Les instituteurs étaient patriotes, et ce n'est que vers 1894 qu'il rencontra pour la première fois au quartier latin des étudiants internationalistes, socialisants et antipatriotes. Les vacances d'été au Havre étaient un motif de bonheur personnel pour le jeune André, ce qui rendait les rentrées scolaires à Paris toujours très tristes. Durant l'hiver parisien, le seul moment agréable pour lui, c'était les fêtes du Nouvel An chez ses parents qu'il ne manqua jamais jusqu'en 1914, à l'exception de celle où il fit son tour du monde, 1898 à 1900. Le jour de l'an avait un petit supplément politique au moment où son père, en habit, partait pour l'Élysée, où il allait saluer le président de la République. Les vacances de Pâques consistaient le plus souvent en un séjour de 2 semaines à Cannes où toute la famille descendait à la villa de la Tour, pension de pur type suisse 19e, avec des vieilles Anglaises, des Alsaciens et des Suisses. Pour le jeune André, cette rencontre avec la Méditerranée avait quelque chose de merveilleux. Tous les matins j'allais au rocher de la Boca, j'éprouvais une sorte d'enthousiasme. À Cannes il y avait une manière de gloire méditerranéenne, mais de part et d'autre l'inspiration était panthéiste et j'avais vraiment le sentiment, la sensation de communier avec la nature, mes souvenirs d'enfance, pages 69 à 70. À Paris, les activités dominicales de loisirs étaient simples. En hiver, patinage au bois de Boulogne. Au printemps, grande promenade à pied sur les routes ou dans les bois au-delà de Chaville, de Vélizy ou de Saint-Germain. Mais le jeune André fut toujours surpris par le contraste entre ces loisirs et ce qu'était la vie hebdomadaire au rond-point des Champs-Élysées ou au boulevard Saint-Germain. Beaucoup plus tard, il se livra à une critique rétrospective sur ses parents à ce propos. Autant ses plaisirs du dimanche étaient simples, voire même un peu communs, autant les distractions de la semaine ou d'autres dimanches étaient distinguées, riches et même luxueuses. Je comprends mal à cet égard la politique de mes parents. D'une part, ils avaient une affectation de simplicité, d'absence de prétention, et d'autre part, toute l'atmosphère de la maison nous enseignait qu'un Siegfried devait tenir son rang. C'était contradictoire, noblesse oblige, nous disait-on, et en même temps on nous disait et redisait même avec quelque outrance que nous n'étions rien du tout. J'ai mis des années, des dizaines d'années à me remettre, si même je l'ai jamais fait complètement, de cette douche écossaise.
À vrai dire, je ne me suis jamais cru d'être un Siegfried, mais j'aime le confort, le luxe et le monde, et j'ai plutôt conservé une sorte de répulsion pour un certain pharisaïsme de la simplicité. J'avoue franchement ne pas aimer la vie simple, que du reste mes parents ne vivaient pas. Mes souvenirs d'enfance, page 72. Si Jules Siegfried eut une place importante dans la vie d'André Siegfried jusqu'en 1922, année où ses parents disparurent à 4 mois d'intervalle, il convient de ne pas oublier sa mère Julie. Certes, la vie de grand homme d'affaires, de maire du Havre et de député donnèrent à Jules Siegfried une position très importante dans la famille, mais Julie Siegfried fut tout autre chose qu'une épouse effacée. Élisa Sabatier a bien montré qu'elle fut toujours l'étroite collaboratrice de son mari, et en digne fille de pasteur, elle développa et appliqua toute sa vie le sens du service social. Elle fonda à Paris le Home des Amis de la jeune fille puis l'œuvre des Demoiselles des Magasins. Associée à sa belle-sœur Madame Franck Puot, elle contribua à la fondation de l'œuvre de la Chaussée du Maine. De 1891 à 1922, elle participa à la conférence de Versailles qui fut le berceau du Conseil national des femmes françaises. En 1891, elle commença à siéger au comité du journal La Femme où elle écrivit des articles de 1892 à 1921. On la retrouve au foyer de l'ouvrier fondé en 1893 puis, en 1900, à la Fondation Carnot pour les veuves sans ressources. En 1904, elle participa à la fondation des villégiatures du travail féminin. Pendant la Première Guerre mondiale, elle s'impliqua dans l'office de renseignement pour les familles dispersées et dans l'office de l'activité féminine. Une paralysie du larynx apparut à la fin de l'année 1921. La maladie s'abattit sur elle et avec de grandes souffrances physiques. Elle devint aphone. Elle vit arriver sa fin et en avertit les siens, Sabatier 1924. Elle mourut le 28 mai 1922 au matin. Ses obsèques eurent lieu au temple de l'Oratoire du Louvre et furent conduites par le pasteur Wilfrid Monod. Sa tombe est placée à côté de celle de son époux, au cimetière Sainte-Marie au Havre. Un autre personnage important est l'oncle Jacques Siegfried, 1840 à 1909, le frère cadet de Jules. L'on sait que les deux frères, quittant Mulhouse, avaient fondé la maison havraise de négoce de coton en 1862 puis le comptoir de Bombay. En 1858, à l'âge de 18 ans, Jacques Siegfried visitait les États-Unis. Comme son neveu André 30 ans plus tard, Jacques Siegfried effectua un tour du monde d'octobre 1867 à janvier 1869, Bro, 1992. Après Istanbul et Jérusalem, il est à Port Saïd pour visiter le chantier du canal de Suez puis il remonte le Nil jusqu'à Thèbes. À Noël 1867, Jacques Siegfried débarque à Bombay avant de commencer un long périple indien par Delhi, le Taj Mahal, Bénarès, Calcutta, Madras. En mars 1868, il débarque à Batavia, l'actuelle Jakarta, capitale des Indes néerlandaises, puis se dirige sur Singapour et Saïgon avant d'entamer un itinéraire chinois, Hong Kong, Canton, Shanghai, Nankin. Il passe ensuite au Japon pour un séjour de 4 mois, Nagasaki, Kobe, Osaka, Kyoto, Yokohama, Tokyo. Il arrive fin novembre 1868 à San Francisco pour un parcours le menant à Salt Lake City, Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans, Chicago, Boston, New York. Le tour du monde se termine à Brest le 22 janvier 1869. Jacques Siegfried est un touriste consciencieux doublé d'un économiste avisé. Il se veut l'ardent défenseur des intérêts français dans la mesure où il envoie des rapports au ministre du Commerce sur l'Inde, la Chine et le Japon. Bro, 1992. En 1869, il publie la relation de son voyage autour du monde qui va connaître, cette année-là, 3 éditions successives, Siegfried, J. 1869. Il juge les jeunes Français trop casaniers et les commerçants français trop timorés. Aux uns et aux autres, il voudrait donner le goût des voyages lointains. Selon un itinéraire sensiblement identique, il procède à un second tour du monde en 1881 à 1882. Les 2 voyages autour du monde permirent à Jacques Siegfried de rassembler une très belle collection de photographies publiées par l'Institut de France en 2005, Institut de France, 2005. Tout comme son frère Jules, Jacques Siegfried est un homme de conviction et d'action. En 1866, Jacques et Jules Siegfried allouent une somme de 100 000 francs or pour la création à Mulhouse de la première école supérieure de commerce en France. Jacques Siegfried assuma tout au long de sa vie de nombreuses charges qui lui permirent de mettre ses idées en pratique.
administrateur de diverses sociétés commerciales, industrielles ou maritimes, membre de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique, membre du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie. Il fut aussi l'un des premiers administrateurs de l'École libre des sciences politiques, Institut de France 2005. Il fonda l'École de commerce du Havre en 1871 et jouera un rôle majeur dans l'émergence des écoles supérieures de commerce en France, MAFRE 1988. Avec sa fortune, il acheta en 1886 le château de Langeais sur les bords de la Loire qui, au moment de cette acquisition, était dans un très mauvais état. Construit par Louis XI en 1465 à 1469, Langeais appartint au domaine royal jusqu'à Louis XIII. C'est d'ailleurs dans le château de Langeais que le 6 décembre 1491, la duchesse Anne de Bretagne, âgée de 14 ans, épousa le roi de France Charles VIII. Après avoir restauré et meublé le château, et 5 ans avant sa disparition, Jacques Siegfried en fit don à l'Institut de France. Jacques Siegfried, sa femme Thérèse et leur fille Agnès reposent dans la même tombe, face au château, au pied du vieux donjon construit par le comte d'Anjou Fulkenera à la fin du Xe siècle. Préfaçant l'ouvrage de la collection photographique de Jacques Siegfried, l'historien Jean Favier dresse le portrait de cet homme d'affaires prospère et de ce philanthrope éclairé. Jacques Siegfried, comme son frère qui fut un politique, c'est l'Alsacien qui ne baisse pas les bras dans la défaite. C'est aussi l'industriel qui reconstruit ce que le sort a brisé, l'homme d'affaires qui saisit les besoins du temps qui vient. Faire fortune quand on a déjà tout perdu à Mulhouse, c'est déjà beaucoup. Faire fortune dans le feutre quand le chapeau de soie commence de laisser la place au feutre mou, c'est de la clairvoyance. Mais utiliser cette fortune à mettre en valeur ce qu'on appellerait aujourd'hui le patrimoine national, l'utiliser à visiter les autres et à les comprendre, l'utiliser à offrir au public cet accès à l'art qui était resté si longtemps l'apanage des favorisés, c'est encore autre chose. Quand Jacques Siegfried offre à l'Institut de France le château de Langeais et ses collections, ce n'est ni pour être académicien, ni pour frauder le fisc, c'est pour que les œuvres dont la fréquentation a fait son bonheur fassent aussi le bonheur des autres. Cette collection illustre de même l'esprit de curiosité qui est sans doute l'une des rares vertus dilatables, et qui accompagne assez naturellement une philosophie du progrès, en quoi l'on peut voir l'un des ressorts de ce demi-siècle qu'a vécu à l'âge d'homme Jacques Siegfried. On n'en est pas encore à aller voir pour écrire des livres ou pour faire des films. Encore moins pour dire qu'on y est allé. On va pour voir. Elle n'illustre pas moins une société, celle dont André Siegfried, le neveu de Jacques, rappelait qu'on y faisait le tour du monde avec quelques cartes de visite. Institut de France 2005. Jacques Siegfried disparut en 1909, peu de temps avant l'arrivée d'André aux Sciences Po. Dans ses souvenirs d'enfance, son neveu en retrace un vif portrait très coloré. Chez l'oncle Jacques, c'était la vie brillante, authentiquement parisienne du grand banquier qui a réussi. Il demeurait rue Murillo, dans un bel hôtel donnant sur le parc Monceau, alors beaucoup plus qu'aujourd'hui centre mondain de la capitale. Fréquentant le monde des affaires et de la politique, sa femme et lui recevaient beaucoup. Le cadre s'y prêtait. Le grand salon était magnifique, si vaste qu'on eût dit un hall d'hôtel. La salle à manger pouvait recevoir plus de 20 invités. Grand voyageur, il venait de faire le tour du monde. Ces amateurs éclairés à la façon du XIXe siècle avaient meublé leur maison de pièces exotiques, de statues bouddhiques dorées qui faisaient sensation, conférant à l'ensemble un air colonial bien dans la note d'une époque où Jules Verne et Pierre Loti, ce dernier un familier de la rue Murillo, donnaient le ton. Oncle Jacques et tante Thérèse s'appelaient mutuellement, et un peu théâtralement, Bonheur. Ce qui faisait contraste avec la simplicité alsacienne bon enfant d'oncle Ernest et de tante Émilie, qui s'interpellaient sans fin des noms de Vavy, Wagonnet et même Wagon, on n'a jamais su pourquoi. Le maître d'hôtel, qui avec de grands favoris ressemblait à Jules Ferry, avait, je dois le dire, plus d'allure que notre Ulysse, dont il portait aussi le nom. Il y avait une femme de chambre nommée Mina, et un précepteur suisse-allemand nommé Bickert qui n'avait pas les manières familiales de notre personnel neuchâtelois. Florence, Georges et Agnès étaient pour moi de bons camarades, mais en dépit du luxe et du train de la maison où j'étais reçu à bras ouverts, je préférais malgré tout le rond-point. Mes souvenirs d'enfance, pages 57 à 58. Au domicile de Jules et Julie Siegfried, Jacques Siegfried apportait souvent une touche pittoresque.
Elle était donnée par l'oncle Jacques, qui après avoir assisté à l'ouverture de la bourse, venait souvent assister sans façon à la fin de notre déjeuner ou prendre le café. Pour peu qu'on fût un peu en retard ou lui en avance, il arrivait avant la fin du repas et bien qu'il y eût ou non des invités, prenait une chaise ou bien marchait simplement de long en large autour de la table. Avant même d'avoir franchi la porte, il éclatait. « Mon cher, tu as été la risée de la bourse. Papa, la veille, avait dit dans un interview que le budget était le plus parfait qu'on eût depuis la naissance du régime. » Ou bien encore, « Mar, c'est le petit nom qu'il donnait à son frère, tu es un naïf. » Mazie, la mère d'André, se contenait, mais elle était fort agacée et bien que les relations entre frère et belle-sœur fussent cordiales, elle avait encore, plus de 20 ans après, ses sorties sur le cœur. L'oncle Jacques, dont l'autorité financière était considérable, ne se gênait même pas pour prendre à témoin les invités du jour. « Messieurs, nous sommes des ânes. » Les invités demeuraient stupides, mais comme le républicanisme de ce Cassandre était douteux, il y avait malgré tout quelque gêne. Moi-même j'étais troublé. Le jour de l'élection du 21 janvier 1889, je déjeunais rue Murillo. Je fus horrifié quand mon hôte me dit d'un air à la fois narquois et vengeur : « Je sors, mon cher André, je pars voter pour Boulanger. » Il se classait parmi ceux qu'on appelait alors les mécontents. Mes souvenirs d'enfance, page 82. Toutefois, André Siegfried considéra que l'installation à Paris de ses parents, de lui-même et de ses frères en 1885 fut grandement facilitée par l'oncle Jacques. Dès son arrivée, le nouveau député avait trouvé dans sa propre famille des guides précieux et excellents pour entrer en contact avec la société parisienne. Jacques Siegfried, financier averti, important et estimé, l'instruisait de la bourse, l'introduisait dans les milieux du parc Monceau où il demeurait. On y trouvait les grands banquiers de l'époque, dont plusieurs étaient juifs, tout un monde riche et luxueux, en relation avec la politique, l'art et la littérature. Mes souvenirs de la Troisième République, page 103. André Siegfried était le second des 4 fils de Jules et Julie Siegfried. Fort curieusement, il parla assez peu de ses 3 frères dans ses souvenirs d'enfance. L'aîné, Jules, surnommé Julet, naquit en 1870 au Havre. C'est surtout avec lui qu'André partage les jeux au Bosphore, et c'est surtout ce frère aîné qu'il évoque dans ses souvenirs. Jules fera fortune dans l'industrie. En des termes touchants, André Siegfried évoqua dans ses souvenirs d'enfance Robert 1883 à 1923, le premier de ses 2 frères cadets. Ce qui se détache ensuite dans ma mémoire, c'est la naissance de Robert, le 19 juillet 1883. Mes parents avaient eu depuis ma naissance d'autres enfants, mais ils n'avaient pas vécu. Un jour donc Robert naquit et de suite, je pris un intérêt très vif à tout ce qui le concernait. C'était un enfant magnifique, avec une tête ronde admirablement formée, des boucles châtains, un regard langoureux. Mes souvenirs d'enfance, page 36. En écrivant ces lignes en 1957, on sent rétrospectivement une certaine nostalgie chez André et l'on comprend pourquoi. Robert, jeune diplomate, est secrétaire d'ambassade au Caire. Il est l'ami des frères Bourdet, et notamment d'Édouard, 1887 à 1945, l'un des auteurs dramatiques les plus connus de l'entre-deux-guerres. En janvier 1909, Édouard Bourdet a épousé Catherine Pozzi, 1882 à 1934, fille d'un chirurgien, homme du monde et poète parnassien à ses heures. Catherine a donc grandi dans le giron du tout Paris aristocratique et bourgeois de la fin du XIXe siècle. Le monde du théâtre de boulevard n'était pas le sien, et son mariage avec Édouard Bourdet fut un échec. En 1914, Catherine Pozzi est l'objet de sollicitations de la part de Robert Siegfried. Il connaît les difficultés du couple et pense pouvoir occuper dans la vie de Catherine une place qu'il juge vacante. Durant toute l'année 1914, Robert lui fait la cour et lui envoie des fleurs, des bibelots et des ouvrages de philosophie. Il cherche à l'impressionner par son érudition platonicienne et cartésienne, mais tout cela laisse le cœur de Catherine indifférent. Joseph, 1988. C'est même un amusement pour elle que de repousser ses avances, en le scandalisant. Ainsi, elle l'invite un jour chez elle pour le présenter à une jeune femme prénommée Jeanne dont les mœurs avaient tellement scandalisé son ami de cœur, l'écrivain André Fernette, que ce dernier l'avait surnommée Jeanne qui baise. Catherine envoie à Robert des vers narquois, ou bien des lettres qu'elle signe The Sin Clergyman où elle se qualifie de serpent ironique, pour lui rappeler qu'elle se refuse à lui alors qu'il est attiré par son ondulante minceur. Joseph, 1988.
Toute l'année 1915, Robert continue sa cour et Catherine, dans une lettre du 21 février 1915, lui laisse entrevoir quelques perspectives positives. Si plus tard quelque chose ou quelqu'un vous faisait très mal, vous pourriez encore poser votre tête contre l'épaule du mince pasteur protestant, fourbe, dur et solitaire. Au printemps 1915, elle repousse la visite qu'il envisageait au Moulot à Arcachon. Elle tire prétexte des vacances, du froid, de la présence d'amis et même de sa mauvaise humeur. Robert est déçu et fâché. Dans une lettre du 21 mars 1915, elle lui écrit « J'ai joué au plaisir sans vouloir consentir au plaisir, calcul ignoble que vous avez le droit de mépriser. » Puis, dans une autre lettre du 29 juin 1915, elle attribue à Robert l'échec de leur relation. « C'est votre violence qui nous a séparés surtout, bien plus que mes paroles ironiques. » Dans une lettre du 23 décembre 1915, il écrit à Catherine « Je suis hanté et n'ai jamais été hanté que par l'absolu. Il y a quelque chose qui derrière les apparences vit. » Leur correspondance devient alors celle de deux intellectuels en train de fonder une théorie de l'amour. Joseph, 1988. De fait, Robert Siegfried se lance dans la philosophie. Entre 1918 et 1920, il va publier 3 essais philosophiques, réédités aux éditions Cress en 1925, 2 ans après sa mort. Lettres et discours sur les passions, 1918, Traité des devoirs, 1920, Traité succinct des œuvres de la perfection, 1920. En 1915, Catherine Pozzi garde une distance prudente à l'égard de Robert Siegfried vis-à-vis duquel elle joue la coquette, Joseph, 1988. Il se suicidera en 1923. Les causes de son suicide ne sont pas connues mais l'on peut relever, au moins, 2 événements convergents. D'une part, en 1920, Paul Valéry et Catherine Pozzi deviennent amants. Cette liaison durera jusqu'en 1928. D'autre part, à 5 mois d'intervalle, les parents de Robert meurent en 1922. Robert hésite pourtant à tirer un trait définitif sur Catherine. Dans son journal 1913 à 1934, elle note le 14 mai 1921 qu'on lui a apporté une lettre et un paquet de Robert Siegfried. Le paquet était un merveilleux parfum. La lettre demandait de me voir. Mais Paul Valéry, qui était jaloux, lui a dit « Vous allez renvoyer cela. » Et Catherine de noter « J'ai répondu que je pouvais obéir, mais que ce serait grossier, que c'était bien plus simple de ne pas le revoir. Cet homme me poursuit depuis 6 ans. » Elle le revoit peu de temps avant son suicide puisqu'elle note dans son journal le jeudi 12 juillet 1923. « Ce soir, Robert Siegfried au bois m'ennuie et me flatte. Vous êtes, dit-il, à l'âge de l'amour. 45 kilos. » Pozzi, 1987. Bien plus tard, le 5 juin 1930, elle écrivit dans son journal « Il est arrivé 2 fois qu'un homme me baise la bouche, l'heure et la tristesse, la curiosité aidant par défi au mariage. Et puis ce fut tout. La foi n'y était pas sans l'esprit. Pauvre Robert qui m'a haï. » Et puis le 6 mai 1932, elle note encore « J'ai passé encore une partie de la nuit à relire d'anciennes lettres. Que je bénis cette manière de garder, de classer. Et puis lettres de moi et quelques-unes des siennes, de Robert Siegfried qui s'est tué. Le second frère cadet d'André, Ernest, est le moins connu des 4 fils Siegfried. Tout comme Robert, il n'aura pas de descendance. Ernest travaillait dans la banque avant d'être mobilisé en 1914. Lieutenant au 84e régiment d'infanterie, il fut tué sur le front d'Orient le 22 octobre 1918. Avec la mort de son frère aîné Jules en 1943, André Siegfried resta le dernier survivant des 4 enfants de Jules et Julie Siegfried. La vie d'André Siegfried adolescent à Paris est ponctuée par le calendrier du lycée Condorcet. Le grand moment de l'année est le 14 juillet où le député et ancien ministre emmène sa famille au défilé soit à Paris, soit au Havre. Le 14 juillet, quand nous n'étions pas au Havre, c'était la revue de Longchamp, à laquelle papa ne manquait jamais de nous emmener. Tout le monde politique et militaire des débuts de la Troisième République était là, un monde d'autorité au milieu desquels le député du Havre évoluait à l'aise comme chez lui. Nous étions d'habitude dans la loge officielle, que l'on gagnait par un coupe-fil. Je voyais de tout près le président de la République, Sadi Carnot, le président du Conseil, Tirard, Floquet ou Fraissinet, les chefs de l'armée. Cependant, c'est généralement au Havre que l'on allait passer le 14 juillet. Papa et maman partaient quelques jours à l'avance, mais moi, à cause du lycée, je ne les rejoignais qu'au dernier moment.
J'arrivais au Havre le 13 au soir, tantôt à 5 heures, tantôt à 11 heures, et le lendemain tout se passait en vertu d'un horaire ne changeant jamais. Le matin, à 10 heures, on allait voir la revue, qui se passait devant l'hôtel de ville. Nous avions des places sur le balcon du cabinet du maire, l'ancien cabinet de papa. Plus tard, en 1896, étant soldat, j'ai passé moi-même en uniforme devant ce même hôtel de ville. L'après-midi, nous allions dans un landau découvert, faire la tournée des quartiers populaires qui, selon la formule, mais fort exacte en la circonstance, étaient en liesse. Papa allait de permanence en permanence, où des militants républicains en redingote nous accueillaient dans une orgie de drapeaux et de marseillaises. On serrait des mains loyales, on esquivait tant bien que mal des coupes de mauvais champagne. C'était vraiment une fête populaire issue de la conviction républicaine, encore toute jeune et toute spontanée, 10 ans à peine après la fondation du régime et encore tout près des grandes luttes du 16 mai. Du reste, la lutte pour la défense de la République était en ces années de boulangisme tout autre chose qu'un simple souvenir. C'était bien le front de la défense républicaine. Entre les permanences, on rentrait dans quelques bistrots amis, du moins politiquement amis, avec de nouveaux serrements de main devant le zinc. Je me rappelle qu'une fois, maman étant de la partie, je ne sais quel débitant lui avait demandé s'il ne pouvait lui offrir quelque chose. Papa disait toujours non, mais maman avait répondu « Écoutez monsieur, je vois partout des réclames pour la mère Picon, je ne serais pas fâché d'en goûter. » Je crois bien que cette circonstance est restée unique, et je pense que papa était un peu choqué, mais l'effet électoral dut être excellent. Le soir il y avait le feu d'artifice traditionnel sur le port, que nous contemplions de la terrasse du Bosphore, tout en concourant pour notre part aux illuminations. Papa ne manquait jamais de se procurer des fusées, des tourniquets, des feux de Bengale qu'on allumait sur la façade de la maison. Il y avait même une combinaison de 3 couleurs, rouge, blanc et bleu. Heureux temps où l'on osait ainsi mettre en vedette cette splendide demeure dominant la cité. Autant que je me rappelle, il n'y avait aucune réaction malveillante. Après le bouquet qui embrasait toute la ville, on allait se coucher, un peu triste de la rentrée du lendemain. Mes souvenirs d'enfance, pages 75 à 76. De 1886 à 1895 dans l'appartement du rond-point des Champs-Élysées, puis, de 1895 à 1907, dans celui du boulevard Saint-Germain, André Siegfried vit passer plusieurs grandes figures politiques de la Troisième République. Ses parents invitaient surtout des parlementaires, de préférence des opportunistes, mais aussi des radicaux gouvernementaux. Les socialistes n'étaient pas invités. Il n'y avait jamais de membres de la droite car celle-ci avait une dent contre le maire du Havre, protestant et initiateur de l'école laïque. C'est ainsi qu'André Siegfried eut tout le loisir de voir défiler et d'observer à la table familiale les leaders politiques de la Troisième République à ses débuts. Cela lui permit de brosser un tableau savoureux de certaines figures marquantes du nouveau régime. Jules Ferry 1832 à 1893. Très grand, un peu voûté, puissant comme une cariatide, assez laid avec ses favoris de maître d'hôtel et son grand nez, mais simple, aimable et bienveillant. Jules Simon, 1814 à 1896. Très vieux, très blanc de cheveux avec un teint de cire et une voix de fausset dont le filet suffisait, car tout le monde se taisait devant ce merveilleux causeur qui s'écoutait un peu et certes n'ignorait pas son charme. Charles Fraissinet, 1828 à 1923. Immatériel et diaphane comme un saint, mais son œil clair, terriblement averti, empêchait de le classer parmi les êtres spirituels. Il évoluait avec aisance et l'on sentait bien qu'il se tirait, sans avoir l'air d'y toucher, des situations les plus inextricables. Bref, une vraie souris blanche. René Goblet 1828 à 1905. Avec sa petite taille, ses favoris blancs, son air rageur, avait l'air d'un amiral sur sa dunette. Charles Floquet 1828 à 1896. Portait haute une grosse tête noble, le regard dirigé à 45 degrés vers le ciel comme un canon de 75, toujours rasé de frais, très gentleman, très bien habillé. Il ressemblait à un Danton soigné. Léon Bourgeois, 1851 à 1927. Causeur délicieux qui, formé par l'administration, avait cependant je ne sais quoi d'universitaire. Tout jeune alors, il faisait très fonctionnaire de la République. Avec sa courte barbe rectangulaire, sa jaquette, son gilet blanc et son lorgnon. Lemire de Villers. Très grand, dégingandé avec une tête osseuse qui ressemblait à une tête de mort.
Il tenait des propos cyniques tels que je n'en ai plus jamais entendu depuis, car à partir du scandale de Panama, l'hypocrisie a remplacé ce cynisme. Jean-Casimir Perrier, 1847 à 1907. Taillé à coups de hache, avec une tête carrée, un front qui semblait le bord d'une commode, des cheveux rares séparés par une raie médiane impeccable et enfin le fameux col rabattu, si découvert qu'il semblait décolleté. On eût dit un ouvrier endimanché plutôt que le représentant le plus authentique de la grande bourgeoisie du XIXe siècle. Jean Jaurès, 1859 à 1914. Alors opportuniste 21 fois. Grand-papa, s'autorisant de son grand âge, avait porté un toast spirituel aux leaders qui entouraient la table. Il faut que quelqu'un réponde, se dit-on, et en même temps plusieurs voix dirent « Jaurès, Jaurès ». Au bout de la table se leva un jeune député trapu et barbu, qui répondit avec une facilité merveilleuse, qui fit avec un fort accent du Midi un petit discours, charmant de bonne grâce, de tact et de profondeur. Mais quand il dut devenir socialiste, il ne franchit plus jamais les portes de la maison, non qu'on ne l'invitât, mais il craignait de se compromettre avec un milieu aussi bourgeois. Mes souvenirs d'enfance, page 81-81. Paul Deschanel, 1855 à 1922, dont on disait que s'il formait un cabinet ce serait un cabinet de toilette, était vraiment fort élégant, trop élégant même car il semblait avoir oublié le conseil de Brummel. Care, never extreme care. Il était sentencieux, attentif à ne pas laisser devant lui d'idées subversives et il laissait dès le début paraître quelques signes à peine perceptibles de délire de la persécution. André Lebon, avec sa barbe fleuve, semblait quelque Neptune échappé dans la politique. Raymond Poincaré, 1860 à 1934. Physiquement mesquin et comme étriqué, donnait une froide impression de correction et de compétence. On a dit de Gambetta que la température montait de 10 degrés quand il entrait dans une chambre, mais avec lui elle baissait de 10 degrés. L'effet moral n'était pas mauvais. Devant tant de sérieux, on ne songeait pas à faire le malin et l'on se sentait même légèrement intimidé. Alexandre Ribot, 1842 à 1923. Je l'entendais alors parler avec un léger tremblement dans la voix, des nécessités de l'ordre, des fondements de la société qui étaient ébranlés. Il me semblait avec lui revenir en deçà des vieux républicains de 1885, retrouver quelques doctrinaires de la Restauration. Théophile Delcassé, 1852 à 1923. Il venait déjeuner généralement seul et parlait intarissablement de la façon la plus intéressante, avec un accent méridional et un entrain vraiment endiablé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.